Bonjour à tous et re-bienvenue pour cette nouvelle table ronde, la dernière me concernant, mais ne raccrochez pas après celle-ci puisqu'il y en aura une autre qui va suivre et qui va conclure cette journée des rencontres du développement durable 2021. Alors, on va aborder un sujet sur cette table ronde qui est celui de la coopération internationale sur des enjeux qui sont les enjeux qui normalement devraient guider la Terre, qui sont ceux de l'agenda 2030. On va essayer de comprendre si c'est encore réalisable dans un contexte très particulier qu'on vient de vivre aujourd'hui, avec la crise du Covid. On va voir s'il y a des existants aujourd'hui qui permettent d'enclencher des actions fortes et communes. Et on va voir aussi peut-être s'il y a certains pays, comme la France ou comme d'autres pays, qui jouent soit cavalier seul, soit qui essayent de se rallier à d'autres pour pouvoir faire des mouvements communs. Pour pouvoir aborder ces sujets, on a composé une table ronde très féminine. Voilà. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui le pouvoir et l'intelligence et la remarque se voient partout. Voilà. Et donc ça c'est flagrant. Et donc merci à toutes d'être là ce soir avec nous. Donc je vais vous présenter donc Madame Muriel Pénicaud, ambassadrice de France et ancienne et ancienne ministre. Bonjour. Bonjour. Nathalie Jiménez, vous êtes présidente de BeConcern et membre du conseil scientifique Entreprises et Progrès. Madame la députée Florence Provandier, vous êtes députée de 10e circonscription des Hauts-de-Seine, excusez-moi, mon troisième moment, je bafouille, et vice-présidente du groupe d'études sur les ODD à l'Assemblée nationale. Et en ligne, nous avons Marie-France Lalonde, qui est députée réélue à la commune du Canada et ancienne ministre, ainsi que Sylvie Bénard, qui est présidente de la fondation Elix, présidente de Paris Good Fashion et présidente de la fondation AgroParisTech. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et donc, on va commencer par une question de contexte et d'actualité. Cette coopération, encore une fois, qui devrait guider l'ensemble des pays sur l'agenda 2030, est-ce qu'elle a été mise à mal par la crise du Covid qu'on est tous en train de vivre aujourd'hui? Madame Pénicaud? Je crois que sur certains sujets, les avancées qu'on avait faites dans le monde se sont transformées en recul. Sur le plan social, c'est très net. Entre 1995 et 1990 et 2015, l'extrême pauvreté, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 1,9 $ par jour, était passé de 20 à 10% dans le monde. Et là, que ce soit les Nations Unies, l'OIT, la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, tout le monde s'accorde à dire qu'on est plutôt en train de remonter vers 18-20% d'extrême pauvreté. Près de 100 millions de personnes aujourd'hui souffrent de risques de famine. Et la crise Covid a complètement fragilisé notamment les femmes, notamment les enfants, notamment les plus jeunes dans de très nombreux pays. Le travail des enfants a réaugmenté de façon dramatique parce que dans beaucoup de pays, les écoles ont été fermées depuis 12-18 mois. En France, on ne se rend pas compte la chance qu'on a. On a fermé juste un mois et encore avec du téléenseignement. Mais dans beaucoup de pays, notamment en développement, il n'y a plus d'école depuis 18 mois. Donc non seulement il y a un décrochage scolaire, une génération qui ne repartira pas étudier, mais du coup, il y a un retour du travail des enfants. Donc sur le plan social, c'est une vraie alerte parce qu'il va falloir reconquérir rapidement tous les progrès qui avaient été faits avant. Sur le plan climatique, l'année Covid est une année moins mauvaise pour le climat, mais de façon artificielle. Donc ça nous montre juste que l'ampleur finalement du sujet, parce qu'on ne va pas vivre en mode Covid permanent, et donc il faut trouver des solutions qui soient à la hauteur des défis qu'on a. Alors au niveau européen, on perd pas le cap, je dirais, des ODD, parce que la décision du Parlement européen il y a 2 ans d'aller vers la neutralité carbone en 2050, la proposition de la Commission en mars 2021 de réduire de 55% les émissions à effet de serre d'ici, dans un calendrier aussi très rapproché. Tout ça fait que la dynamique européenne, et puis dans le plan de relance européen comme dans le plan de relance français, je pense qu'on en parlera, la transition écologique, la biodiversité sont en bonne place, puisqu'on se dit que puisqu'on ne va pas repartir comme on était avant, c'est le moment d'accélérer sur le plan numérique et sur le plan écologique. Donc je dirais du côté français et européen, la dynamique n'est pas du tout perdue, et dans d'autres endroits du monde aussi. Mais il va falloir mieux articuler, pour moi, c'est une de mes grosses préoccupations, l'écologique et le social. Aujourd'hui, on le traite trop comme 2 agendas séparés. Or, ce sont les plus vulnérables qui subissent le plus les effets du changement climatique, déjà.
Et d'autre part, dans la transition écologique, ça peut être les grands perdants, sauf si on s'y prend bien. Pourquoi? Parce que si le coût de l'énergie augmente, le pouvoir d'achat est évidemment mis à mal. Et puis en termes d'emploi, c'est au total, au plan mondial, des centaines de millions d'emplois qui vont changer dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, dans l'énergie, dans la distribution, dans l'industrie, dans le bâtiment. Enfin, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ne sont pas concernés. Et donc, mais ce n'est pas forcément les mêmes emplois au même endroit, pour les mêmes personnes. Donc c'est plein de potentiel. En France, on avait estimé que rien que l'économie circulaire, ça va créer 300 000 emplois en France. Mais il faut un énorme investissement humain pour que tous en bénéficient et non pas qu'il y ait une partie qui soit mise de côté. Donc en gros, la crise Covid, elle a renforcé certains problèmes et elle nous a surtout montré ce qu'il fallait faire pour s'en sortir en allant vers les ODD en 2030, mais peut-être en mettant les bouchons en double pour relier l'économique, le social et l'écologique, qui est vraiment notre défi principal. Madame Lalonde, j'ai envie de vous demander quel regard vous avez, vous, depuis un autre pays, un autre continent, sur la même question. Ben, je pense que effectivement, ce qu'on peut voir ici sur notre continent, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la COVID. Ça a exactement, je pense que comme tout pays, mis une perspective assez intéressante et un petit peu de la même veine que ma collègue. Je vous dirais que ça l'amène des défis, mais par la même occasion des opportunités. Et écoutez, ici au Canada, on vient de vivre une élection. Et quand on parle d'arriver à faire un virage au niveau de l'économie verte, mais aussi l'économie circulaire, mais je vous dirais plus loin que ça au niveau social, une des grandes plateformes pour nous, c'était le service de garde d'enfants. Puis lorsqu'on regarde les enjeux ici au Canada et en Amérique du Nord, les femmes sont souvent confrontées à prendre des décisions, à savoir s'ils vont retourner et quand elles vont retourner sur le marché du travail. Donc, pour nous ici, ça a été un des grands enjeux, c'est le service de garde d'enfants à 10 $ canadiens par jour pour les familles, qui a vraiment, et j'espère qu'il va vraiment amener une perspective au niveau écologique. Complètement d'accord. Écoutez, notre plateforme et notre gouvernement et ici au Canada, on doit transiger avec les liens, les collaborations avec les autres pays, mais le Canada aussi a pris certaines dispositions très explicite et je suis fière de voir que pour nous, une économie viable inclut l'aspect de l'énergie verte dans la relance économique. Et la COVID a effectivement mis en lien, nous a fait vivre certains aspects. Et ici, comme par exemple à Saskatchewan et dans les grands feux de forêt du Nord et de la Colombie-Britannique, on a vu l'impact des changements climatiques et ce que ça veut dire sur l'économie. Donc, je suis complètement, je pense, dans les mêmes veines, dans la même perspective que ma collègue, à savoir où qu'on va. Il faut continuer d'avancer. Par exemple, je vais juste mentionner un aspect important par rapport, peut-être, puis je veux pas prendre trop de temps, mais par rapport à l'agenda 2030, je vous dirais oui, effectivement, la pandémie a mis peut-être un temps d'arrêt, mais c'est important que on continue de travailler ensemble et c'est certain que ici au Canada, on a une agence de développement international, on a une ministre du développement international, puis c'est important peut-être de voir sa lettre de mandat qui parle de coopération, non seulement avec les autres États, mais d'une perspective, je vous dirais, un peu plus par rapport à certains ONG, par exemple, aux syndicats, les secteurs publics. Donc, il faut travailler ensemble, il faut aller de l'avant pour la relance économique mondiale, mais il ne faut pas oublier qu'on doit quand même combattre la pandémie ensemble. Quand vous dites qu'il faut travailler ensemble, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce que la coopération qu'il y avait à l'international avec les ONG avant la Covid, elle est blessée par ça, ralentie par ça, ou est-ce qu'il y a une prise de conscience qui fait que ça s'accélère peut-être sur des thématiques très particulières? Bien, écoutez, pour moi, je pense que si vous me redonnez la parole, excusez, je viens de... Oui, effectivement, Je vous donne la parole. Les thématiques... OK, parfait. Écoutez, lorsqu'on regarde les enjeux pour l'agenda 2030 par rapport à l'élimination de la pauvreté, de la faim, l'accès à l'éducation, l'infrastructure, les inégalités, ici au Canada, et je pense que dans plusieurs pays, on a vu
que la pandémie a mis en lumière. Puis c'est important de continuer. Écoutez, au niveau du Canada, on est en situation minoritaire. On comprend très bien l'importance des échanges et de la coopération. Mais par la même occasion, je voudrais aussi noter, par exemple, tristement, le tremblement de terre en Haïti, si je fais référence au 14 août 2021. Écoutez, au Canada, on a lancé un programme d'aide direct par le gouvernement du Canada, mais aussi, lorsqu'on regarde l'importance de travailler en lien étroit entre les gens, les personnes, les ONG, mais aussi l'égalité des fonds. Donc, ce que le gouvernement a fait, c'est avancer des fonds de contrepartie pour égaliser les fonds, les dons effectués par les Canadiens auprès des ONG. J'aimerais aussi peut-être refléter, si je peux me permettre, sur les casques bleus. Je sais que, écoute, c'est quelque chose, c'est une fierté canadienne, mais lorsqu'on regarde comment qu'on doit s'y prendre pour continuer de faire avancer l'agenda 2030, ben aussi les casques bleus ont quand même une perspective très, très importante. On le sait aussi que l'unilatéralisme va nous mener à nulle part. On a quand même une interdépendance entre nos pays, entre nos États. Puis la tendance du développement de notre époque en ce moment, c'est vraiment le multiculturalisme. Puis on le sait que ça va favoriser, et le Canada se positionne de cette façon, et je vous dirais, pour une prospérité commune dans la complémentarité. Je pense qu'on va y revenir sur ce multilatéralisme. Une réaction sur ce sujet ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Muriel. Au-delà de travailler sur l'interdépendance entre les enjeux sociaux et environnementaux, ne pas évidemment l'enjeu de la santé. Parce que la pauvreté, les inégalités, le climat, les pollutions, eh bien évidemment, ce sont des déterminants de la santé. Et donc, on a bien vu, et la crise Covid le montre, le révèle de manière assez claire, mais toutes les pathologies, même non vectorielles, telles que les cardiopathies, le diabète, toutes les maladies pulmonaires et les cancers, évidemment, sont des conséquences aujourd'hui des changements climatiques, des pollutions, et donc ce sont des déterminants de la santé. Donc, in fine, je pense que l'enjeu crucial, quand même, c'est la santé, et rassembler, en fait, les grands concepts du développement durable et les rapprocher par exemple, par rapport à des concepts comme le One Health, qui a de nouveau une seule santé, qui est très important, puisque au moins comme ça, nous rassemblons les chercheurs, c'est-à-dire, et on décloisonne en fait les expertises, et on fait travailler évidemment l'OMS, mais aussi avec l'organisation, je vous vois réagir, voilà. Et donc il faut évidemment rassembler les chercheurs et puis travailler la coopération scientifique sur ces sujets, décloisonner les expertises pour faire travailler les gens ensemble sur ces sujets. Madame Pénicaud ? Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Nathalie Giménez. Je crois qu'un des éléments nouveaux de cette crise, c'est qu'on savait déjà que l'économie était globale. On commençait à se rendre compte vraiment que l'écologie, l'environnement était global, mais maintenant on a compris que la santé était globale aussi, enfin globale au sens mondial. Et au G7 présidé par la France en 2019, on a négocié pour la première fois une déclaration tripartite avec les 7 pays du G7, les partenaires sociaux mondiaux, patronat et syndicats, pour aller vers un accès universel à la protection sociale. Parce que la moitié de la population de la planète n'a aucune protection sociale, aucun healthcare, aucun système de santé. Et ça, on l'a fait en 2019. Cet agenda-là, avec lequel j'ai aussi signé une convention avec l'OIT, l'OCDE et l'AMF là-dessus à l'époque, il devient très urgent et il devient presque évident. Et sur le plan écologique, je pense aussi ce qui a beaucoup changé en 4-5 ans, c'est la prise de conscience. Moi, je suis frappée de voir dans le dernier sondage que fait le Forum de Davos auprès des entreprises, les entreprises disent aujourd'hui que 2 de leurs 5 principaux facteurs de risque sont le climat et la biodiversité. Mais franchement, il y a 10 ans, c'était des fous furieux qui parlaient de ça, quoi. Enfin, c'était pas du tout dans le mainstream. Excusez-moi, je franglise, mais dans le courant immédiat. Et ça a changé aussi. Donc ça fait partie des signes d'espoir. C'est-à-dire que si on a la prise de conscience collective, il y a plus de chances qu'on y arrive dans l'action. C'est un préalable, et ça a un peu bougé quand même. Madame Provandier, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une inspiration de la France, justement, là on a un exemple très concret sur la santé, par exemple le régime de santé. Est-ce que la France joue un rôle
pour pouvoir guider, alimenter, organiser l'ensemble des pays, peut-être pas tous les pays, mais une partie de ces pays vers ces ODD. Alors, si on en croit les dernières évaluations dont on dispose, la France est plutôt un bon élève puisqu'on se placerait le 8e au niveau des 193 pays de l'ONU qui ont adhéré à l'agenda 2030. Et notamment, on parlait de la pauvreté qui a explosé dans le monde du fait de la crise Covid. En France, là aussi, la crise sanitaire a été un accélérateur de beaucoup de choses, un révélateur de beaucoup de choses, parfois des côtés négatifs, parfois des côtés positifs. Mais la France, que ce soit au niveau de la pauvreté, vous disiez, Madame Pénicaud, on parlait de l'éducation. Bon, en France, on a eu la chance, effectivement, d'avoir les enfants à l'école. Et je ne vais pas égrener à la Prévert les 17 ODD, mais je trouve que la France est plutôt un bon élève. Alors maintenant, en France, il y a quand même un sujet. Alors, et puis on a aussi un État qui a été remarquablement présent avec le plan France Relance, que je vais peut-être pas décliner ici, mais véritablement un acteur central dans l'histoire. Alors maintenant, en France, moi, ce qui me trouble, c'est qu'effectivement, pour l'atteinte des ODD, pour moi, ou des objectifs de développement durable, il y a alors 2, 3 pieds comme on veut, mais en tout cas, on ne peut pas envisager l'écologie sans envisager l'humanité. On ne peut pas envisager l'avenir de la planète sans envisager l'aspect social, sociétal et démocratique. Et le problème, c'est qu'effectivement, on a encore beaucoup un discours d'experts dans des tracts, alors chacun dans son domaine, qui est plutôt bon. Hein. Je ne sais pas si on en parlera, mais en ce moment, je suis mandatée, j'ai une mission par le Premier ministre pour effectivement faire une évaluation de tout ça. Et on a des acteurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les ONG, que ce soit la société civile, que ce soit les institutions, etc., que ce soit les lycéens qui sont en train de monter en puissance. Et chacun a un lexique, avance sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Et ce qui nous manque en France, encore pour le moment, me semble-t-il, c'est une espèce de coordination, alors que la feuille de route commune, on l'a, c'est celle de l'agenda 2030. En revanche, on ne parle pas encore forcément le même langage, qu'il faut qu'on s'approprie, qu'il faut que l'on partage pour que ça crée des effets de levier. Donc oui, j'aurais tendance à penser, j'aime mon pays et j'aime aussi la démocratie qui règne, j'aurais tendance à penser, et compte tenu des résultats que l'on a, qu'on est plutôt dans la bonne direction. Maintenant, attention, on n'est pas seul. Voilà, il y a un certain nombre d'acteurs à travers le monde et on aura beau être les plus vertueux possibles, ça ne changera pas l'avenir du monde. Donc il faut qu'on embarque avec nous. Et à l'intérieur de notre propre pays, si on arrive à parler la même langue, peut-être qu'on se comprendra mieux. Et si on fait un défocus, on y va petit à petit. Donc nous, on essaye en France de faire un travail qui est, je ne sais pas si le mot c'est exemplaire, mais en tout cas on essaye de faire au mieux. On peut essayer, hein. Ensuite, il y a l'Europe. Ouais. Ensuite, il y a l'international. Donc, quel rôle joue la France au niveau de l'Europe sur ces enjeux et quel rôle joue l'Europe au niveau de l'international sur ces enjeux? Si on décompose un petit peu. Question. Je pense que la France va avoir un rôle moteur dans très peu de temps, dans moins de 100 jours. Je n'ai pas compté, ça doit être 98 maintenant, où elle prendra déjà la présidence de l'Europe. Donc en la matière, j'espère bien qu'on saura insuffler et driver cette stratégie autour des ODD de telle sorte à rassembler. Maintenant, je vous avoue qu'au niveau planétaire, c'est moins dans mon scope. Maintenant, ce que je peux dire, pour avoir travaillé notamment sur le projet de loi développement solidaire, la France est très volontariste. Hein. Le budget de l'AFD a été sensiblement augmenté, et c'était une volonté du président de la République. Et là, sur éducation, l'ODD 5, sur la place des femmes que vous soulignez tout à l'heure. Et donc, la France, par rapport à sa politique d'affaires étrangères, est aujourd'hui moteur aussi sur ce qui est mis en place dans un certain nombre de pays. Maintenant, les rapports de force entre les pays, là, c'est quelque chose qui me dépasse. On va y revenir. On va en parler, les rapports de force entre les pays. Vous vouliez préciser quelque chose? Oui. Bon, il ne faut pas être arrogant, on ne fait pas tout merveilleusement, on n'est pas les meilleurs du monde dans tout, mais il y a quand même une influence forte de la France
au niveau européen et au niveau international. Je vais donner des exemples dans mon champ parce que, évidemment, je connais mieux. Actuellement, il y a un projet de directive sur l'égalité homme-femme au niveau européen qui s'inspire de notre loi de 2018 sur l'égalité professionnelle et de l'index égalité homme-femme qu'avec les partenaires sociaux et avec les parlementaires, j'avais mis en place. Pareil, sur le compte personnel de formation, l'Europe est en train de s'en inspirer parce que par rapport aux défis majeurs des compétences qu'on va avoir avec la révolution numérique et la transition écologique, permettre à chacun de se former tout au long de la vie devient une nécessité absolue. Ou plus récemment à l'OCDE, j'ai porté au nom de la France une démarche de la France, donc voulue par le président de la République, sur le climat, dont la presse française n'a pas beaucoup parlé, mais qui s'est vue à l'international, qui est la suivante. Aux accords de Paris, dans les COP, on se donne des engagements à 5 ans. Bon, mais qu'est-ce qui se passe entre-temps ? Si c'est pour constater au bout de 5 ans qu'on n'y est pas, 5 ans, là, on a plus 5 ans pour pas avancer. Là, ça devient vraiment critique. Et donc, ce que la France a proposé, c'est là aussi un index. Je vais être spécialisé des mesures, qui s'appelle IPAC, c'est un programme pour l'action climatique, et qui vise à avoir un tableau de bord d'une douzaine d'indicateurs que l'OCDE, avec sa machine de guerre de mesure, alors là qui est reconnue mondialement, va mesurer chaque année pour mesurer l'efficacité des politiques publiques dans la lutte contre le réchauffement climatique, en intégrant les impacts économiques et sociaux. Parce que l'écologie tout seul, sur le papier, c'est facile, sauf que ça n'existe pas dans la vraie vie. Et ce qui est difficile, c'est comment on fait évoluer les modèles économiques et comment on protège les plus vulnérables et on aide à tout le monde de cette transition, notamment en termes de pouvoir d'achat et d'emploi. Et donc, on a négocié pendant 6 mois, parce que, avec toute mon équipe, et le support interministériel, parce que c'est au consensus qu'on prend l'édition à l'OCDE, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Et donc, on a abouti en avril. Et donc, il y aura des premiers résultats intermédiaires pour la COP 26 à Glasgow. Mais on est en train de finir de négocier les indicateurs. Et quand chaque année, on aura maintenant le GIEC avec ses chiffres d'alerte et l'OCDE qui dit là où on en est, et il y a des pays hors OCDE qui veulent s'y joindre, ben ça fait partie, et ça c'est une initiative française qui devient mondiale. Comme sur la fiscalité internationale, je crois que tout le monde a bien repéré que la France avait eu un rôle fondamental. À la fin, c'est France, États-Unis et d'autres pays qui l'ont emporté, mais il y a 139 pays, 140 maintenant, qui ont adoré, je sais pas. Moi j'adore, mais qui ont adhéré à cette approche sur la fiscalité internationale qui touche quand même 95% du PIB mondial. En clair, c'est devenu une norme mondiale, même s'il a été négocié à l'OCDE, mais dans un cadre plus large. Bon, bah, ça montre que quand la France est convaincue de quelque chose, elle sait trouver des alliances et convaincre. Sur d'autres sujets, d'autres le font, mais sur des sujets finalement au cœur des ODD, eh bien, on trouve souvent la France à l'initiative ou parmi les alliés, soit je crois que c'est un fait. Et il y a une énorme attente sur la présidence française. Et voilà, le président de la République, tous les ministres, ils y travaillent fortement, mais avec plein de partenaires autour. Je crois qu'on a une fenêtre de tir là pour faire progresser des choses. Et en fait, la présidence européenne, elle commence le 1er janvier, mais en fait, elle commence maintenant, parce que c'est maintenant que se préparent les choses. Vous voulez réagir ? Oui, en fait, historiquement, la France a été l'un des premiers pays à réagir quand Kofi Annan a lancé les ODD en 2000, à la conférence de Davos de 1999, pour être exact, en fait. Et en fait, elle a pris le virage de l'extra-financier. Et en fait, la France, c'est quand même le pays de l'extra-financier pour pousser les acteurs économiques à se saisir, on va dire, des enjeux des ODD et des sujets, on va dire, au-delà des enjeux économiques. Et donc, ça se perpétue, parce qu'avec la plateforme Impact que vient de lancer la ministre Olivia Grégoire, elle est vraiment dans cette idée d'encourager les entreprises à définir une finalité différente, pas que uniquement financière, mais aussi extra-financière. On voit bien que la finance durable pousse. Vous avez parlé effectivement de la fiscalité, mais l'extra-financier est quand même aussi très français. Et c'est Chirac, d'ailleurs, qui avait à l'époque poussé le sujet avec la loi NRE, la loi de nouvelle régulation économique, dès 2001. Et ça a été la France qui a été un des premiers pays à se saisir de ce sujet. Et l'Europe travaille actuellement sur le devoir de vigilance qu'on avons dans la loi. Et tout ce qui a été fait autour de la raison d'être, la loi Pacte, tout ça, on est dans la même philosophie. Donc voilà,
faut pas faire de l'arrogance, mais il faut pas non plus s'excuser quand on fait quelque chose du French bashing alors qu'on contribue et on y croit. Et on y croit largement en fait. La modification de l'article 1833, hein, comme ça, c'est pas simple. Enfin, je veux dire, on a changé. Vous pouvez rappeler l'article ? Pardon, la modification de l'article 1833 qui définissait la définition juridique d'une entreprise. C'est quand même un grand changement, il faut le comprendre. En 2019, hein, on a changé ce qu'était une entreprise dans le droit. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que la RSE est intégrée dans la définition d'une entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle ne doit plus agir uniquement dans l'intérêt de ses actionnaires, mais elle doit agir dans son intérêt social. Hein. C'est un agent moral en tant que tel qui doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc c'est une énorme transformation. Et moi qui travaille avec les acteurs économiques au quotidien, je peux vous dire que c'est un outil très concret que j'utilise beaucoup avec eux et qui vraiment les motive. Et donc ça permet vraiment de faire rentrer la responsabilité sociale de l'entreprise dans le cœur de l'entreprise, vraiment. Et voilà, c'est grâce quand même à ce type d'outils très concret, la raison d'être après, puis les sociétés à mission, bien sûr. Et donc, vraiment, la loi Pacte a impulsé une nouvelle dynamique sur ces sujets. Et sur le RSE, on en parlait ce matin, il y a un mouvement assez intéressant. On retrouve que ça se retrouve dans les métiers aujourd'hui. Donc, du coup, ça travaille sur les modèles d'affaires. Je voudrais avoir une réaction de Sylvie Bénard. Est-ce que vous êtes fier déjà de ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? On peut utiliser le mot. Et votre réaction ? D'abord, bonjour et merci de m'avoir invité. De ce qui a été dit, alors beaucoup de choses évidemment ont déjà été dites, des choses extrêmement importantes, comme la question du vocabulaire, l'importance d'avoir un vocabulaire commun, évidemment entre pays sur l'ensemble de ces enjeux-là, mais y compris à l'intérieur d'une entreprise. Aujourd'hui, un responsable marketing ne va pas parler comme un responsable des achats. Et cette question du vocabulaire que tout le monde doit s'approprier au fur et à mesure et les ODD qui peuvent aider à ce travail-là, pour moi, c'est absolument essentiel. Le fait que nous avons tous une boussole mondiale reconnue et partagée, ça aussi, c'est absolument essentiel. Je mettrai un petit bémol sur certaines choses qui ont été dites, et en particulier l'évaluation extra-financière. Oui, la France était en avant. Oui, la France a créé les premières sociétés d'analyse extra-financière et l'Europe a suivi. Sauf que maintenant, elles ont toutes été rachetées par les Américains. Et que ce sujet est en train de devenir un sujet, je vais dire, d'ampleur géostratégique. Les outils qui vont être utilisés pour mesurer les atteintes des ODD, la manière dont ils vont être construits, vont apporter une vision du monde ou une autre. Nous avons une vision du monde européenne et française qui est une vision un peu basée sur l'agriculture, la protection du capital terre, la vision de moyen terme, là où nos amis américains ont une vision du flux, ont une vision du court terme. Et attention aux outils qui sont en train d'être construits. Vous aviez eu la gentillesse de rappeler que j'étais la présidente de la Fondation AgroParisTech. Et dans ce cadre-là, nous avons une chaire de comptabilité écologique qui défend une vision du développement durable fort, de ce qu'on appelle la soutenabilité forte, qui à mon avis est soutenue par les ODD, mais on se heurte à une vision américaine du sujet qui va très très vite et ils sont en train d'en faire un sujet de guerre économique. Donc attention à oui, nous avons certaines avances, mais si on n'est pas capable, nous Français et Européens, de se mettre ensemble pour partager notre vision du monde, même si elle est partagée par les ODD, on va peut-être pas sortir gagnant du sujet. Deuxième sujet que vous avez abordé, c'est impossible de séparer le social et l'environnemental. Et la santé, enfin tous les sujets qui sont portés par les ODD. Et là aussi, si je me mets dans la position d'une entreprise, c'est quelque chose qui va réconcilier ce qui a été fait au fur et à mesure des années précédentes avec une RSE qui était quand même en général un petit peu une tour d'ivoire et puis le métier qui se faisait à côté. Si l'entreprise, et on pourra en revenir là-dessus si vous voulez, la manière dont elle va aborder les ODD va pouvoir la faire changer jusqu'à son modèle économique. Mais je ne veux pas trop prendre la parole et je répondrai à d'autres questions ensuite, si vous voulez. Non, mais je pense que vous avez ce que j'allais vous dire, c'est que vous avez mis le doigt sur le sujet transverse de cette table ronde. Il y en a deux d'ailleurs, mais on peut aborder tout de suite. Est-ce qu'on peut... Alors, on a des visions du monde. Alors, ok, d'accord, les RDD, l'agenda 2030, a priori, donnent une ligne commune.
Mais est-ce que l'interprétation de cette ligne commune peut faire qu'on continue à fonctionner ensemble? Vous parliez des États-Unis. On a tous en tête également ce qui est en train de se passer en Asie avec un système chinois qui est un petit peu différent de celui qu'on aimerait mettre en place ici. Donc, est-ce qu'on peut encore discuter, avancer avec des pays, et en plus, je ne parle que de l'international, mais il y a l'Europe. Est-ce qu'on peut discuter et avancer avec des pays qui commencent ou qu'on sent qu'on des valeurs, des attentes qui sont différentes de celles qu'on peut avoir en France? Moi, je suis d'accord qu'on a un sujet géostratégique sur les normes, normes au sens large, des conventions, des traités, mais aussi tout ça, des labellisations, des indicateurs. Bon, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs là-dessus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tout le monde s'y met, donc tout le monde a compris l'enjeu. Et après, maintenant, c'est une bataille géostratégique. Donc, et ce n'est pas simplement les mondes entre eux, c'est aussi, par exemple, les fonds d'investissement qui sont très structurants pour l'économie. Eux-mêmes sont en train de créer leur propre label, etc. Alors, effectivement, soit on considère qu'une entreprise est socialement juste parce qu'elle n'est pas dans le secteur du tabac et des armes, ça c'est la vision de certains, bon, soit on dit c'est dans le cœur du modèle, dans la manière dont on fait. Et pour ça, je pense que d'abord la dimension européenne est clé, parce que alors pour le coup, il y a une certaine approche européenne et il faut la porter haut et fort. La deuxième chose, je pense qu'il faut être très stratégique et tactique sur quelques éléments qui sont des verrous dans les systèmes de normes très importants. Je vais en dire un qui me porte à cœur. On ne peut pas parler du social, de l'entreprise, etc., s'il n'y a pas un indicateur sur la qualité du dialogue social. Ben, je vais vous dire, ça suppose de respecter les droits syndicaux, les droits sociaux, d'avoir un dialogue et d'avoir un système ouvert. Rien que mettre ce critère-là, d'abord il est légitime en lui-même, mais c'est un indicateur, et ça c'est quelque chose que les Européens sont prêts à porter, et qui sera un bon révélateur ailleurs. Donc, mais il faut investir du côté des entreprises, du côté des acteurs financiers, comme du côté des gouvernements. Il faut qu'on investisse tous dans nos champs respectifs ce sujet des normes de labellisation qui va être très structurant pour la suite. Parce que, évidemment, ça deviendra le langage commun. Et donc, ce qui se passe à l'OCDE, à l'FMI, à l'ONU, à l'OIT, tout ça est très important parce que ça va structurer ce langage commun qui est nécessaire et l'évaluation. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, le système des obligations vertes, qui était confidentiel, est passé de 5 à 450 milliards d'euros. Il devient important. C'est quoi une obligation verte? Comment on définit ce qui est vert? Ben voilà un autre champ de bataille. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie groupée, notamment européenne, et assez résolue sur ces sujets des normes. Alors, peut-être assez utopiste ce que je vais dire, mais pour moi, il y a aussi un enjeu d'acculturation de l'ensemble des habitants de cette planète. Aujourd'hui, on sait qu'en France, à peine 10% des gens savent ce que c'est que les ODD. Et quand on parlait du langage commun que l'on doit partager, c'est fondamental que les dirigeants, quels qu'ils soient, d'entreprises, d'ONG, de pays, etc., parlent la même langue, puisque, a priori, on est censé partager les mêmes objectifs, mais c'est aussi fondamental que l'ensemble des citoyens du monde puissent être impliqués dans le dispositif. Et d'ailleurs, c'est un des enjeux qui est bien prévu derrière les ODD, c'est une participation et une acculturation de l'ensemble des populations, de telle sorte à ce que les décisions qui sont prises au final par un petit nombre, et ça se conçoit, ne soient pas sorties du haut d'un chapeau, et finalement ne convaincre qu'un minimum de personnes. Et je pense que le succès de tout ça viendra aussi sur le fait, alors est-ce que c'est de la mobilisation, est-ce que c'est de la coordination, est-ce que de l'acculturation, je ne sais pas quels sont les mots justes à mettre derrière, mais une fois qu'on est OK sur les objectifs et nos priorités, c'est fondamental que tout à chacun puisse s'en emparer parce qu'on a tous un rôle à jouer. Je pensais aussi au rapport de force entre les pays. On voit aujourd'hui que la France, on parlait tout à l'heure des émissions de gaz à effet de serre, des problématiques de biodiversité, sujets sur lesquels on n'est pas super bon et on a vraiment des jolis progrès à accomplir. On se rend compte que sur les émissions de gaz à effet de serre, on progresse par rapport aux énergies qu'on utilise. Là, on n'est pas bon du tout. C'est sur l'importation de produits, notamment qui viennent de pays qu'on n'a pas encore cités. Donc on voit, une fois de plus, que tout est lié et que ça dépendra aussi sur notre capacité ensemble à revisiter notre modèle de société
qui nous permettra d'aboutir ou pas. La question que je me posais en venant, c'est est-ce que l'agenda 2030 est suffisamment ambitieux? Je vous laisse la question. Après, moi, j'ai une réaction qui déborde un petit peu là-dessus, mais je me dis, par exemple, que dans la coopération internationale, il y a eu un documentaire qui est passé il n'y a pas très longtemps sur la télévision. Doit-on continuer à acheter du soja au Brésil? Voilà, et peut-être le faire. C'est certainement, dès qu'on touche ces sujets-là, on touche sur des sujets. Rien n'est simple, on l'entend très très bien. Mais et tout est lié. Madame la députée Lalonde, quand vous parlez de multiculturalisme tout à l'heure, comment est-ce que vous êtes équipée, vous, au Canada? Est-ce que vous pouvez parler à tout le monde? Et est-ce que vous avez une lecture, une façon de faire qui serait différente de ce qu'on peut vivre ici en France et en Europe? Bien, écoutez, le Canada est quand même un grand pays avec une petite population, mais quand même, on est présent au niveau d'échanges internationaux et je pense que c'est ça qui fait une force canadienne des dernières années. Tantôt, vous parliez un petit peu des politiques qui avaient été avancées par rapport à des États. La France, l'Europe, je pense qu'on partage plusieurs valeurs. C'est certain que le fait d'avoir un partenaire économique ici en Amérique du Nord, qui sont les États-Unis, a un impact sur nous, puis je pense que vous faisiez référence aux entreprises qui sont, entre guillemets, rachetées par les entreprises américaines. Donc, c'est certain que pour nous, le multilatéralisme favorise la prospérité. Il faut faire attention. On l'a vu dans les derniers, je te dirais, dans les dernières 5 ans ici au Canada, dans des relations assez mitigées, un petit peu partagées, si je peux me permettre de dire, par rapport à notre lien étroit économiquement avec la Chine, mais aussi tout ce qui s'est passé par rapport à une décision d'avoir des détentions arbitraires, puis leur libération le 24 septembre 2021 qui était bien accueillie ici au Canada. Donc, tous ces échanges-là, pour nous, au niveau canadien, notre lien d'amitié avec les Français, notre lien d'amitié avec l'Europe, mais par la même occasion, les échanges au niveau international qui existent avec la Chine, les États-Unis, font en sorte que le Canada est souvent un petit peu pris, si je peux dire. C'est un petit peu complexe, les relations, mais pour nous, je pense qu'on est fiers de voir les avancées ici au Canada, mais un petit peu ce qu'une des collègues sur le panel faisait référence. On peut pas seulement se dire qu'on est très bon. Il faut continuer de faire avancer les agendas. Je pense que la voix canadienne du gouvernement Trudeau a amené des échanges importants au niveau international, mais je vais revenir avec Arnaud par rapport à le gouvernement canadien a quand même critiqué de façon assez ouverte la Chine, par exemple, dans son bilan en matière de droits de l'homme, puis on va continuer de le faire. Donc, les relations pour nous avec la Chine des derniers 5 ans étaient mitigées. Il va falloir continuer. Puis je pense que lorsqu'on parle au niveau des relations internationales, soit françaises, européennes, les États-Unis, ben ces liens doivent continuer. On sait que la Chine, par exemple, au niveau de l'enveloppe des gaz à effet de serre est quand même malheureusement un acteur qui a besoin d'aide, on doit l'aider. Puis je pense qu'on doit coopérer, par exemple, avec la Chine, et parce qu'il est un des plus grands émetteurs des GES. Donc, une nécessité pour nous tous, je pense, de coopérer, particulièrement dans la COP 26 de cette année. C'est important aussi, puis je pense que je vais faire référence, puis écoutez, j'aimerais ça avoir votre point de vue. Il y a eu des élections américaines le 6 janvier dernier et il y a eu des rencontres avec les nouveaux dirigeants, le président Biden, mais aussi le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, avec Joseph Borrell, le vice-président de la Commission européenne, le 23 septembre 2021. Puis je pense qu'il est important de noter quand on regarde l'agenda 2030 et peut-être le recul qu'on a dû prendre malheureusement avec la pandémie,
Mais les sujets qui ont été abordés, écoutez, la situation humanitaire en Afghanistan, mais aussi les stabilités, les paix sur les scènes internationales et l'effort du développement international. Donc, je pense que le Canada, on est fier d'être omniprésent et d'être présent, mais on a besoin de s'associer, de coopérer avec les gens qui ont nos valeurs, dont la France, l'Europe, par exemple. C'est certain que on partage plusieurs valeurs communes. Les États-Unis, avec la nouvelle présidence, ont ramené des échanges internationaux et aussi pour nous de coopération. Mais il faut faire toujours attention et être vigilant dans nos valeurs propres et ce qu'on croit pour faire avancer quand même et aider d'autres pays à avancer dans certaines situations critiques. Alors, du regard de la France actuellement, si on prend le sujet des États-Unis, c'est un petit peu tendu justement sur ces questions de valeur ou ces questions de confiance. Mais c'est vrai sujet aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut vraiment avancer avec des intérêts qui peuvent être parfois un peu divergents. Et je voulais entendre également... excusez-moi. Je voulais entendre également... Excusez-moi, j'ai coupé... je vais vous appeler par votre prénom. Je suis désolé, Sylvie. Madame Bénard, excusez-moi. Je vais vous appeler par votre prénom. Je voulais vous entendre sur la partie agriculture, parce qu'il y a quand même un sujet de tension aujourd'hui, et l'agriculture liée aux ODD, effectivement. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le multiculturalisme, le pluralisme fonctionne sur des sujets aussi forts que peuvent être l'alimentation et l'agriculture? Alors, sur la question de l'agriculture, le sujet actuellement qui est en France et en Europe, c'est tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Ça veut dire qu'il faut analyser l'intégralité de la chaîne de valeur et aller jusqu'au champ. Et ce champ étant en Europe, mais quelquefois ailleurs en Europe, en matière d'alimentation. Et donc, oui, il y a des travaux en commun, et là encore, je vais reparler d'AgroParisTech et une recherche justement sur cette question d'alimentation, pour trouver des solutions communes. Et le deuxième sujet en matière de l'agriculture, et là certains s'en sont rendus compte avec la crise actuelle, c'est que l'agriculture ne fait pas simplement et ne fait que de l'alimentation. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui dépendent du capital naturel, je vais aller même au-delà de l'agriculture. Vous savez ce qui est en train de se passer en ce moment sur la question du bois, la question d'un certain nombre de matières premières qui sont indisponibles aujourd'hui à des prix absolument aberrants. Et là encore, malheureusement, je crains que autant on sent une vraie coopération entre pays du Nord, pays du Sud, pour la question d'améliorer l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement agricole, alimentaire, autant je crains qu'à moyen terme, sur un certain nombre de matières premières, on va se retrouver là aussi devant des guerres économiques. Et ce qui est en train de se passer actuellement sur le bois, ce qui pourrait se passer à terme sur des sujets comme le café, enfin je ne sais pas si vous suivez ces sujets-là, pour moi, sont des signes un petit peu inquiétants du moyen et long terme. On risque de retourner à des crises où on va vouloir, chaque pays va vouloir garder ses ressources, ou, je vais le mettre peut-être un petit peu fort, mais aller piller certains pays qui en ont, et je pense en particulier à nos amis africains. Oui, le sujet du bois est assez réel, même pour la France. Du bois, on voit très bien ce qui se passe. Oui, en ce moment, oui. En ce moment. Je voudrais qu'on revienne sur le plan de relance français. Et je voudrais vous demander, en fait, est-ce que vous pouvez nous décrire les grands engagements, les grandes actions qui structurent ce plan de relance? Comment? Allez-y. Je commence et je passe la main. Bon, vous voulez rebondir d'abord? Oui, je voulais rebondir. Si. Il n'y a pas de problème. C'est pas que je voulais rebondir sur ça. Je pense que, vous voyez, la crise Covid, moi je suis chercheur, je travaille dans l'industrie pharma depuis des années et je m'attendais à avoir une réponse collective forte. En fait, je me suis dit, tiens, on a un enjeu incroyable, on est face à une incertitude majeure. Et finalement, moi, j'ai vraiment exploré, je me suis dit, tiens, je vais regarder. On avait toutes les organisations pour le faire, il y avait l'OMS,
Il y avait la CEPI, qui avait été créée en 2017 dans la conférence de Davos pour coordonner tous les grands enjeux d'une réponse épidémique. Et finalement, on s'est rendu compte que voilà, il n'y a pas eu cette réponse internationale. Et moi, ça me questionne. Vous parliez d'utopie, c'est pour ce qu'elle parlait des risques. Et je me disais, on avait là une opportunité incroyable d'avoir une réponse forte. On avait les organisations internationales pour le faire, les intelligences, pour travailler sur toute la chaîne de la valeur, de la R&D jusqu'à la distribution des vaccins. Et pourtant, face au risque, face à la peur, eh bien, il y a eu des réflexes un peu de repli, protectionnisme, nationalisme. Moi, je salue quand même l'Europe et les pays de l'Europe qui sont restés solidaires et qui ont rapporté une réponse collective. Mais voilà, c'est juste que je me dis, c'est peut-être même pas une question d'outils. On en a parlé quand on a préparé. Les outils, ils existent. Les structures, les organisations internationales, elles existent. Les acteurs, ils existent. Alors, qu'est-ce qui a fait que finalement, moi, je m'interroge, je me dis, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à apporter une réponse forte, internationale, qui aurait, grâce au modèle COVAX, porté par l'OMS, par la CEPI, distribué des vaccins à tous les pays et aux populations les plus vulnérables en premier, et ensuite on aurait remonté tout le monde. Enfin, c'était ça qui était prévu, et on n'y est pas arrivé. Et aujourd'hui, vous avez 3% de la population dans les pays du Sud qui ont été vaccinés. Et on en est à des inégalités incroyables. Voilà, c'est juste ça. Je ne sais pas quelle est la solution, mais moi qui travaille sur ces questions, ça m'a interpellée. Voilà. Et pourquoi il y a des pistes. Est-ce que c'est... Écoutez, je pense que c'est des volontés politiques. Moi, je ne suis pas politicienne, mais je me dis, qu'est-ce qu'il y a à faire ? On a les outils, ils étaient là. Et concrètement... On a quand même beaucoup entendu, je protège d'abord ma population, c'est ça. Et on verra ce qui se passe ailleurs. Et pourtant, quand on assistait aux premières réunions de l'OMS, il y avait une vraie volonté d'avoir une réponse collégiale. Et vous voyez, la CEPI, quand elle a été créée, l'Union européenne en fait partie, la BARDA en fait partie. Enfin, je veux dire, tous les pays en font partie, le monde de la philanthropie en fait partie, le public, le privé, les entreprises. Donc on a l'organisation qui était là, qui était vraiment là pour répondre à ces crises-là. Et finalement, on s'est retrouvé à sortir du... Et ce qui est dommage, parce que je pense qu'au sein de ces partenariats innovants, public, privé, philanthropique, c'est là où, à mon avis, on a l'avenir de la nouvelle économie dont on parlait tout à l'heure, où on pourrait développer des économies de coopération, revoir la redistribution de la valeur sur toute la chaîne, etc. Donc voilà, je me disais, est-ce qu'on n'a pas loupé une occasion d'expérimenter des choses ? Voilà, c'est un peu ça mon constat. Réponse très partielle, mais je pense que, d'abord, la guerre économique, elle n'est pas nouvelle, elle prend des formes nouvelles tout le temps, mais c'est depuis longtemps, et qu'il y a toujours une tension entre ce qu'il faudrait faire tous ensemble, parce que c'est la meilleure manière de répondre, et face à une angoisse, une panique, une attente de l'opinion publique. C'est pas un gouvernement mondial, le gouvernement, c'est par pays. La nécessité aussi de répondre aux attentes de la population qui vous a élu. Et donc cette tension entre les deux, si vous me permettez l'expression qui est un peu osée, mais le Covid, c'est qu'une répétition générale de tout ce qu'on va avoir sur le climat. Parce que d'ailleurs, ça a été évoqué, les ressources, les océans, heureusement, il y a une organisation maintenant pour protéger les océans ensemble. Enfin, il faut vraiment le faire, quoi. Les océans, ça devient une ressource... la protection des océans est absolument vitale pour l'humanité. Donc, en fait, sujet par sujet, il faut d'abord la prise de conscience que notre destin est collectif, qu'il y a une seule planète et une seule humanité, mais que ça soit partagé, comme vous le disiez, comme le disait Florence, par toute la population, qu'on en parle dans les écoles, etc. Parce que on ne peut pas avoir d'adhésion si on n'a pas réfléchi au sujet, discuté, débattu, pas parce que vous avez une information qui vous tombe dessus un jour. Ça ne marche pas. Heureusement, dans les démocraties, il y a une appétence à comprendre, savoir, débattre. Donc il faut tout ça. Et puis, à un moment donné, il faut des moments d'audace. L'Europe a été audacieuse. Enfin, les pays les membres ont décidé d'agir au niveau européen. Et moi, qui vois à l'OCDE, il y a 22 pays européens. Donc je vois beaucoup de nos collègues européens, beaucoup de collègues des autres pays aussi. Il y a plein de petits pays d'Europe qui n'auraient pas le vaccin aujourd'hui si ça n'avait pas été une démarche européenne. Donc je crois mais il faut dire que ce sera toujours une sorte de tension. Je crois, voilà, il faut pas se lamenter que le monde ne soit pas des bisounours, il ne le sera jamais. Non. Mais par contre, il faut être hyper vigilant et agir à chaque fois qu'on peut. Et il y a des fois on y arrive, des fois moins. Mais il faut repartir sans relâche à la bataille suivante parce que ça va être le gros sujet maintenant. La plupart des grands sujets qu'on a,
ne peuvent se traiter qu'à l'échelle internationale. Climat, migration, etc. Tout ça, c'est international. Donc on a une grande partie de nos défis qui sont communs. Et donc la question va se poser 10 fois. Hein. Mais du coup, et c'est bien que vous abordiez cette partie-là, parce que le citoyen lambda dont je fais partie se dit mais ça ne peut pas marcher. Enfin, le citoyen lambda dont je fais partie, qui a un peu fait de droit et qui connaît à peu près le droit international, enfin qui connaît à peu près, qui a quelques... Super lambda. Voilà, super lambda. Enfin, ça me donne quelques clés. Et je me dis, le droit international, c'est quand même très particulier dans parmi toutes les normes. Tout ce qui est droit d'ingérence, en fait, les États ont la possibilité de faire à peu près ce qu'ils veulent. Et les accords, justement, je vous pose la question les accords dont vous parlez sont généralement non contraignants. Donc, en gros, l'idée du citoyen lambda, c'est de dire, mais en fait, et d'où la montée des nationalismes aussi, c'est qu'on se dit, mais en fait, ça ne marchera pas, on ne peut pas s'accorder. Et tout ce que j'évoquais tout à l'heure, la nécessité d'impliquer dès le plus jeune âge l'ensemble des citoyens. Donc, je pourrais reprendre l'exemple des éco-délégués qui, petit à petit, commencent à découvrir les ODD, et puis quelque part, ils conspirent, ils gratouillent, ils en parlent à leurs parents, etc. Mais ça ne va pas assez vite. Enfin, quand on voit le dernier rapport du GIEC, moi, j'étais sidérée. On le sait pourtant. Si on ne se bouge pas, et maintenant, parce qu'on arrive au point de bascule, dans 50 ans, alors je ne sais pas si c'est 30%, 50% de la planète, ce sera un désert, quoi. Donc, je pense qu'il y a effectivement... moi, je n'ai aucune compétence en droit international, donc je suis sous lambda. Mais là où j'ai des convictions, c'est effectivement il faut des politiques volontaristes. Et vous évoquiez la question du plan de relance sur lequel on pourrait revenir en France, parce que je trouve que ça a été c'est un merveilleux outil, effectivement, qui nous permet d'envisager l'écologie, la compétitivité, et après on peut l'appeler cohésion ou solidarité, qui sont 3 piliers là aussi assez fondamentaux. Donc oui, il y a cette étape-là, mais rien ne peut se faire sans l'ensemble des citoyens. Ouais, moi j'ai envie de dire, comme on parle de la raison d'être des entreprises, on doit aussi reparler de la raison d'être des États. Je pense que face à ces grands défis, qui sont sur les enjeux qui sont de plus en plus interfrontaliers, tels que vous le disiez, Madame la Ministre, si vous voulez, je pense que c'est l'occasion de rediscuter des coopérations publiques-privées et de redéfinir les rôles de chacun. Autant on invite l'entreprise à endosser un rôle plus sociétal, voire politique, c'est-à-dire à se préoccuper finalement des enjeux collectifs, autant il convient aux États d'endosser un rôle plus entrepreneurial sur ces questions. Regardez, en France, on ne peut pas penser uniquement l'action publique comme une dépense. Enfin, je veux dire, l'État, il a le droit d'investir aussi pour transformer sa société. Donc, il faut le mettre dans une démarche aussi entrepreneuriale, et c'est ensemble, dans des économies de coopération modernes. Je veux dire, il suffit de regarder les travaux de l'ADEME sur ces sujets, c'est remarquable. Les économies du futur, c'est les économies de la coopération publique-privée qu'on construira sur les territoires, et puis on peut les imaginer même à l'échelle internationale, et on va vendre de l'usage, même du médicament, on peut vendre de l'usage. Et donc, c'est réinventer ces sociétés à travers des modèles économiques. Mais ça passera par aussi un changement du rôle de tous les acteurs. Si on continue à dire, il y a le marché d'un côté, qui a une finalité économique, vision friedmanienne des choses, très bien, et on a l'État qui est un régulateur, et on met des contraintes, je ne suis pas certaine que c'est avec ces leviers du passé que l'on arrivera à créer le monde de demain. Et je pense qu'il faut que voilà, il y a une réflexion à mener sur ces sujets-là. Alors, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ajouterai la chose suivante en réponse à la question d'Arnaud. Il y a toujours une tentation, quand les choses sont très difficiles, de dire soit il n'y a qu'à, soit c'est pas possible. Dans les deux cas, c'est démobilisateur, on n'agit plus. C'est-à-dire qu'on attend toujours l'autre. Si les entreprises attendent l'État, l'État attend les entreprises, les citoyens attendent de l'international, si chacun attend l'autre, il ne va rien se passer. Hein. Le plus facile, c'est qu'il ne se passe rien, donc la catastrophe garantie. Mais en revanche, alors je suis vraiment persuadée par toute mon expérience, vraiment, qu'à chaque niveau, on peut faire quelque chose. Le délégué d'éco-classe, etc., il a une influence sur la société. Ce que va faire une association de quartier, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur les sujets écologiques et solidarité. C'est les deux sujets sur lesquels ils s'investissent le plus. Ils ne s'investissent pas beaucoup dans la politique classique, mais ils s'investissent beaucoup sur les sujets de société.
ils ont une influence. Ce que font les parlementaires, ça a une influence. Ce que font des clubs comme Before IG, Global Deal, etc., des entreprises, ça change les choses. Les partenariats publics, bien évidemment, l'investissement du futur, ce qu'on est en train de faire à travers le plan de relance, je vais y revenir, évidemment, c'est de l'investissement public et privé. C'est indispensable. Ce que font des États, c'est indispensable. Ce que fait l'Europe, ce que font les organisations internationales. Alors, il y a des trucs qui marchent plus ou moins bien, mais tout est interactif. Et je crois que la vraie question qu'on doit se poser, c'est tous, en tant que citoyen, que je sois un retraité, que je sois un jeune, que je sois un parlementaire, que je sois dans une association, que je sois dans un organisme de recherche, dans une entreprise ou gouvernement, ou dans une collectivité locale, qu'est-ce que je peux faire? Et il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas une marge de manœuvre. Ça n'existe pas sur ces sujets écologiques et sociaux. Donc je crois que le premier sujet, il est vraiment ça. Et typiquement, saisir les opportunités du plan de relance. Le plan de relance européen et le plan de relance français, ils sont dans cette dynamique-là. Le plan de relance français, c'est 100 milliards d'euros, ce qui est quand même totalement inédit. Et en gros, il y a 3 tiers. Il y a un tiers pour l'innovation et la technologie, il y a un tiers pour la transition écologique et un tiers pour la cohésion sociale, l'investissement humain dans les jeunes, formation des demandeurs d'emploi, etc. Donc on a le triptyque. Et puisque une partie des solutions viendront de l'innovation, par exemple. C'est évident que sur le plan transition écologique, il y a des usages, il y a des business, il y a des modèles économiques nouveaux, etc. Mais il y a aussi de l'innovation technologique. Si on pouvait stocker les énergies intermittentes, ça change les choses. Et d'où des tas de projets européens. L'hydrogène, c'est un sujet d'investissement technologique. Donc il y a une partie de la frontière qui est technologique, qui créera d'ailleurs des nouveaux emplois, des nouvelles industries. Donc on fait coup double. On fait économique et emploi et on fait écologie. Mais il y a des sujets qu'il faut traiter directement. Comment on accompagne ces transitions? Et le plan de relance, il est là-dessus. Et le plan de relance, le rôle du gouvernement, c'est de définir les grands cadres, de mettre en place les financements et les instruments. Mais ça n'existe que s'il y a des acteurs qui s'en saisissent. Des acteurs évidemment économiques, les entreprises, mais aussi des acteurs sociaux, mais aussi le dialogue social, et le secteur associatif qui joue un grand rôle. Le ministère du Travail finance énormément des ressources. Vous savez, vous allez et vous déposez tout ce qui est votre électroménager ou vos vêtements usagés, et c'est remis en état, c'est revendu. Voilà, et ben c'est quasiment toutes des entreprises d'insertion. C'est quasiment toutes des entreprises d'insertion financées par le ministère du Travail. C'est en même temps le marchepied pour remettre à l'emploi, pour permettre de reprendre confiance en soi pour des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Et en même temps, ça rend un service aux citoyens et ça contribue à l'écologie. Moi, je crois beaucoup aux solutions 2 en 1 ou 3 en 1. Si on est chacun dans son couloir, on n'y arrive pas. Mais quand on fait quelque chose qui développe le territoire, amène des objets avec un pouvoir d'achat à des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat, recycle et donc donne une deuxième vie, et en même temps met le pied à l'étrier à des chômeurs de longue durée, ben voilà, là on est en train de faire du boulot utile. Et ça, c'est vrai à tous les étages. Donc en gros, la réponse à la question, c'est mobilisons-nous à tous les étages. Et comptons à la fois coopération entre le politique, l'État, les citoyens, les associations, voilà. Mais on voit qu'il y a cette effervescence qui est quand même en train de se créer. Je vais prendre une question de Sarah Isolé, qui devrait pouvoir se connecter. Bon. Bonjour Sarah. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Effectivement, j'avais une question. Actuellement, je réalise une étude sur la plateforme Impact, et dans ce cadre, j'aurais aimé savoir s'il est envisageable que cette plateforme soit proposée à tous les États européens comme un outil commun de suivi des indicateurs extra-financiers. Je pense que c'est la volonté de la ministre de pousser et de préparer surtout les PME, parce qu'en fait, les grandes entreprises, elles ont déjà des déclarations extra-financières bien structurées. Là, c'est surtout d'accompagner les PME, les ETI, voire les TPE, déjà à se saisir de ce type de sujet. Donc, c'est dans une volonté de transparence de données et de les aider à la nouvelle réglementation européenne qui va arriver à partir de 2024. Et donc là, il y a vraiment toutes les entreprises doivent se saisir de ce sujet, d'aller sur le site de l'Europe pour regarder l'évolution de la réglementation, parce que effectivement, ça va à peu près. Je pense que les estimations montrent que le nombre d'entreprises qui vont devoir déclarer des données extra-financières va être multiplié par 5. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une vraie dynamique. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté de la ministre de préparer aussi les entreprises françaises pour l'évolution de la réglementation européenne sur ces sujets.
Oui, tout à fait. Je fais partie du comité stratégique qu'Olivia Grégoire a mis en place pour conseiller justement sur développement. Donc, on a eu notre première réunion. Il y a un enjeu en profondeur, c'est toucher les PME. Et il y a un enjeu au niveau européen. Au niveau européen, l'échange est permanent parce qu'en fait, il y a déjà la réglementation européenne. La manière de le nourrir voilà, est en train de discuter. Et là aussi, c'est un sujet pour la présidence européenne. Merci Sarah. Je voudrais donner la parole à Sylvie également, si elle est toujours en ligne avec nous. Et je suis là. Bonjour. Je voudrais, sur ces ODD, comment est-ce que vous, on a parlé de feuille de route au niveau de la France, on voit qu'au niveau international, c'est un peu plus complexe, mais il y a des choses qui commencent à se passer. Comment est-ce que vous, dans vos organisations, dans votre entreprise, vous les mettez en place et vous les appliquez? Alors, je vais rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, qui est l'importance de la connaissance du sujet et de la pédagogie. Et donc, parmi mes casquettes, il y a la Fondation Elix. Et Elix est un petit personnage qui est l'ambassadeur virtuel des Nations Unies pour les objectifs de développement durable. Et il y a un certain nombre de programmes, dont un programme qui s'appelle 10 ans pour tout changer, et dans lequel est disponible en total open source des dépliants, des posters, des animations, des ouvrages, y compris scolaires, qui expliquent les différents objectifs de développement durable. Donc je profite de cette occasion pour le dire. Et le deuxième, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est aussi le programme Atmosphère. Et c'est donc vérifier que dans toutes les prises de décision publiques, les objectifs de développement durable ne sont pas oubliés. Maintenant, comment est-ce que les entreprises s'emparent de ce sujet des objectifs de développement durable? En fait, il y a un certain nombre de positions. Je veux dire, la position qui existe encore, hein, quand vous regardez certains rapports, qui est la position basique, c'est-à-dire voilà mes actions RSE, voilà les ODD, je fais un beau tableau croisé et je fais des croix là où les deux se rencontrent. Il y a une manière un peu plus efficace qui est le sujet défensif, c'est d'aller voir quels sont les sujets qui à terme pourraient poser risque, hein, et on les a abordés, hein, que ce soit changement climatique, enjeux sociaux, etc. Et de là se mettre en place une politique qui va être plutôt une politique de défense des risques. Troisième positionnement, qui est encore un niveau au-dessus, c'est OK, j'ai été regarder les risques, mais je vais aussi aller regarder les opportunités. Donc, comment est-ce que je peux améliorer mon produit, mes affaires, mon modèle d'affaires pour que ce soit vos sources d'opportunités. Et le dernier étage, qui est à mon avis le plus intelligent, mais aussi le plus compliqué, c'est d'intégrer complètement les enjeux et d'être complètement, complètement proactif. Et du coup, et ça a été dit, hein, ça veut dire s'ouvrir à d'autres, ça veut dire quelquefois s'ouvrir à des compétiteurs, s'ouvrir aux clients, s'ouvrir aux fournisseurs, s'ouvrir aux collectivités locales, et d'une stratégie, une politique qui va être celle de l'entreprise, à ouvrir cette stratégie et cette politique à d'autres. Et ça, c'est compliqué, parce que déjà, à l'intérieur des entreprises, quelquefois, se parler d'une direction à une autre, ça n'est pas toujours facile, mais parler à des gens avec qui on n'est pas habitué, qui n'ont pas le même mode de fonctionnement de cerveau, qui n'utilisent pas les mêmes mots, tout ça est difficile. Et c'est là où on essaye d'agir, c'est d'arriver à créer ces collectifs actifs qui regroupent des populations différentes, comme on a pu le faire avec Paris Good Fashion. Donc Paris Good Fashion, là, ça s'adresse au monde de la mode, et dans lequel vous allez avoir des très grands groupes, mais aussi des petites marques de niche, mais aussi des écoles, mais aussi des fédérations professionnelles, des associations, et de se dire tous ensemble, voilà, les grands enjeux, les grands problèmes qu'on va avoir en commun à affronter sont ceux-ci, et comment est-ce qu'on peut travailler de manière intelligente pour essayer de réduire les impacts. On entend maintenant parler d'entreprises à impact positif, changement radical, disruptif, etc. Mais très vite vient se poser un problème qui a été abordé tout à l'heure, c'est la réaction, c'est de la psychologie. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin de psychologues face à ces enjeux. On sait que la catastrophe arrive et pourtant on n'arrive pas à bouger bien. Pourquoi ?
Si je prends un exemple que vous connaissez peut-être, c'est le fameux effet spectateur, hein. Si vous voyez quelqu'un en train de se noyer, vous allez sauter et essayer de le... Enfin, la plupart d'entre nous vont aller essayer de le sauver. Par contre, s'il y a 12 personnes qui sont en train de le regarder, il est possible que personne ne bouge. Et on est un peu en train de vivre ça. Et c'est quoi les questions derrière? C'est pourquoi ce serait à moi d'y aller plutôt qu'un autre? Et si je me trompe, je vais peut-être avoir l'air ridicule. Et pourquoi les autres ne bougent pas? Et donc, on rentre vraiment dans la psychologie. Et je pense qu'il faut commencer peut-être à réfléchir à notre corps social comme un être humain face à des enjeux. Le deuxième sujet, ça a été dit tout à l'heure, c'est la paralysie. Paralysie devant le problème. Le problème est tellement complexe, tellement compliqué. On est ni blanc ni noir, on est face à un cas milieu de gris. Donc, j'ai peur de faire quelque chose. Je suis complètement paralysée parce que est-ce que le geste que je vais faire va être à la hauteur de l'enjeu? Tout ça pour dire que beaucoup de mon travail maintenant, c'est effectivement, de base, je suis scientifique, donc c'est l'éclairage scientifique face à ces enjeux. Mais derrière, on se rend compte que c'est beaucoup du comportement. C'est beaucoup d'apprendre aux gens à prendre une décision dans une situation difficile et où la solution parfaite, de toute façon, n'existe pas. Et je le redis, et ça a été dit tout à l'heure, c'est aussi acquérir le vocabulaire de l'autre, acquérir les outils de l'autre, acquérir la manière dont pense l'autre pour pouvoir l'embarquer sur notre bateau et ne pas se retrouver devant un dialogue de sourds parce que vous utilisez le même mot, mais en fait, vous ne vous dites pas la même chose. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'interprétation des textes ou elle est essentielle, et d'autant plus à l'international. Oui. Et je me permets de rebondir aussi sur une dernière chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est quoi l'État? Et l'État porteur courageux de l'intérêt général, tout le monde en a besoin, y compris les entreprises. Il faut leur déterminer l'aire de jeu dans laquelle elles peuvent jouer comme elles veulent, mais derrière, il y a un intérêt général qui est au-dessus de tout ça, qui doit être porté par l'État, et un État courageux. Alors, sur la question de la paralysie ou de l'anxiété, il y a la dernière table ronde qui aura lieu tout à l'heure. Il y aura un invité très spécial donc, que je vous invite à écouter et à suivre, qui s'appelle Christian Clot. Oui, mais après vous pourrez regarder qui fait pas mal de publications et qui analyse les comportements des gens en individuel et en collectif dans des situations de crise. Donc là, on est un peu dedans. Je vous voyais réagir quand même pendant l'intervention. D'accord, pas d'accord? Moi, le cycle de l'innovation est bien connu. Ça commence par 3 à 5% de pionniers. Alors, ils sont en général incompris, vilipendés, ils s'en prennent plein la figure, etc. Enfin, ils sont indispensables. Et puis, de toute façon, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'être pionniers. Donc, heureusement, dans tous les domaines, il y a. Mais c'est vrai dans la recherche, c'est vrai dans la transformation sociétale, c'est vrai dans tous les domaines. Puis après, il y a le cycle. Et dans les entreprises, on a le même cycle pour l'innovation. Après, il y a les 30%. Les 30%, c'est ceux qui changent le monde. Ils n'existeraient pas s'il n'y avait pas les 5% de pionniers. Mais c'est eux qui transforment. Avec 30%, c'est la masse critique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut 30% de femmes dans un COMEX. À 30%, le regard change. En fait, il en faut 50, mais il faut 30 pour démarrer. Voilà. Et en crowdfunding aussi. Et il y a un truc de psychologie collective. Il y a 30% de personnes déterminées qui ont vraiment l'objectif. Vous pouvez vraiment bousculer les choses. Et ce que je trouve très encourageant aujourd'hui, c'est que je trouve sur tous les sujets d'ODD dont on parle aujourd'hui, on est en train de parler du 5 au 30%. Et après, ça entraîne tout le monde. Mais il ne faut pas se concentrer sur les 10% qui, aujourd'hui, freinent. Le plus important, c'est d'avancer vite et collectivement. Et il y a la force de la preuve. Il y a des gens qui ne bougeront que quand ils sont sûrs ou quand ils voient le résultat. Et c'est très bien. C'est aussi des forces de prudence dans une société. Mais pour transformer, il faut des gens aussi audacieux qui osent prendre des risques. Et puis tant pis, on se trompera un peu. Mais il faut l'accepter d'avance. Mais on fera avancer. Voilà, c'est mes réactions. Et justement, là-dedans, il y a certains sur lesquels on peut s'appuyer, c'est les jeunes. Parce que en fait, voilà. Vous faites ma transition, madame l'ambassadrice. Je voulais qu'on finisse. On avait répété, non, c'est pas vrai. Ces dernières minutes sur les jeunes. Et je voudrais juste dire ça parce que les jeunes, dans la crise, il y a deux aspects. Il y a un aspect de souffrance et de difficulté qui est très fort et qu'il faut vraiment avoir en tête. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 60 millions de jeunes dans le monde qui ne sont pas scolarisés du tout. Il y a
11% des enfants du monde qui travaillent. C'est ça la situation mondiale. Dans les EDD, pour moi, c'est très 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 haut ça, parce que ça commence par ça. Des enfants qui travaillent, qui ne vont pas à l'école, leur avenir, il est quand même très difficile. Et pendant la crise, je l'ai déjà évoqué, ça s'est aggravé. Mais même en France, on a 10% des jeunes qui sortent du système scolaire sans maîtriser vraiment ce qui est essentiel, lire, écrire, compter, communiquer, et qui se retrouvent dans ce qu'on appelle les NEET, qui sont ni en emploi ni en formation. Le programme que mène en ce moment Elisabeth Borne vise à travailler avec eux, et Jean-Michel Blanquer, enfin, on avait commencé, là, ils font vraiment des efforts multipliés. Donc il y a ce sujet-là, et il y a le sujet de la santé mentale qui a été très aggravé, la solitude a été encore plus forte chez les jeunes, puisque aujourd'hui, même en France, on est passé de 10 à 20% de jeunes qui disent d'avoir une détresse psychologique. Donc ça, c'est vrai, et ça demande la mobilisation intergénérationnelle de tous. Mais en même temps, il y a aussi la jeunesse qui est une force. Et je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'engagements sur la solidarité et l'écologie. Alors, ils veulent des engagements à portée de main, c'est-à-dire ils voient les résultats. C'est souvent sur les territoires, dans la proximité. On peut saluer Open Diplomacy au passage. Qu'est-ce que c'est Open Diplomacy? C'est des jeunes qui ont pris l'initiative et l'audace de vouloir impacter, de faire à l'échelle internationale en faisant un think tank ouvert. Donc, moi, je crois beaucoup, et je crois qu'il faut s'appuyer et encourager cette force de la jeunesse, parce qu'elle fait partie du problème, elle fait partie de la solution pour que les ODD deviennent une réalité. Alors, je vais me permettre de faire une toute petite page de pub, mon concernant, parce que ça me touche ce que vous dites. C'est que moi, je dirige la communication marketing d'un lieu qui s'appelle Moho, qui est né en Normandie. Et en fait, on a fait une très belle campagne pour les jeunes. En fait, un fonds qu'on est en train de créer pour pouvoir leur donner des billets pour qu'ils aient les moyens de mettre en place des actions. Donc ça me parle énormément, ça nous parle énormément. Je pense que ça parle à énormément de gens. Il y a eu un gros succès autour de cette campagne. Donc voilà. Je pense qu'il y a effectivement la clé de voûte ou la clé d'accélération, elle se situe là. Il faut faire très attention. En plus, ils ont pris cher. Allez, je prends la parole. Ça évoque plein de choses chez moi. Alors, ma réponse sera peut-être dans le désordre. J'ai une certitude, c'est qu'il faut qu'on consulte les jeunes, qu'il faut qu'on les mette au cœur de nos décisions, et quel que soit leur âge. Un enfant de 5 ans, 6 ans, il sait dire des choses avec ses mots. Un enfant de 10 ans, 12 ans, il sait le dire, etc., etc. Et souvent, on prend des décisions descendante. Et on voit effectivement de plus en plus d'initiatives, y compris des très jeunes, dans des gestes de solidarité, dans des gestes écologiques, autour de petits groupes qui prennent des initiatives. Et je pense qu'on aurait beaucoup à gagner à davantage les consulter pour mettre en œuvre nos politiques publiques. Ça, c'est une conviction personnelle. Ils sont citoyens du monde, après tout. Donc, ils ont aussi leur vision. Et d'ailleurs, en parlant de leur vision, en tant que députée, souvent, je vais dans les collèges et les lycées. Et il n'y a pas si longtemps que ça, des jeunes de terminale me disaient « Mais à quoi bon passer notre bac ? On n'a pas d'avenir. » Parce que, alors je sors quelques chiffres, alors que la France est plutôt bonne au niveau du taux de chômage. On a 22% des jeunes diplômés qui peinent à trouver du boulot, même si effectivement il y a énormément de dispositifs qui ont été mis en place avec un Jeune Solution. Néanmoins, la perception pour ceux qui n'ont rien, c'est que c'est extrêmement compliqué. Donc ils ont beaucoup de mal à se projeter. Et en même temps, à l'aune de la crise, moi ce que j'ai vu aussi, Madame la députée, énormément d'initiatives d'entraide, mais des étudiants qui ont mis en place de la collecte alimentaire pour aider d'autres étudiants, des jeunes qui allaient voir des personnes âgées, ou même d'ailleurs aujourd'hui, et ça on n'y pense pas assez souvent, à l'intergénérationnel, où finalement entre les générations, on peut s'entraider et redonner du positif et de la perspective aux choses. Donc moi j'aurais envie par rapport à la jeunesse, je suis intimement convaincue qu'il faut systématiquement lui expliquer, l'associer et l'écouter dans les décisions que l'on prend. Et ensuite, effectivement, je pense que le pair à pair est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, et que les jeunes qu'on a pu embarquer dans tout ce qu'on a pu mettre en place, et qui finalement peuvent être des moteurs pour leur pair, puissent être des relais, des ambassadeurs auprès des autres jeunes. Je ne reviendrai pas sur les éco-délégués, on en a déjà parlé. Une réaction ? Dire que tout à l'heure on parlait du rôle de l'État pour créer les conditions favorables à la prise en compte par les acteurs économiques, notamment des enjeux du développement durable, d'une manière très concrète en fait. Dès lors que l'on crée des politiques de la ville pour
pour les quartiers prioritaires, eh bien, une stratégie de RSE intégrée dans une entreprise, c'est de travailler de manière privilégiée en sélectionnant des alternants qui viennent des quartiers prioritaires, en mettant des programmes de partenariat innovants, enfin de mentorat innovant, etc. Et donc, de manière très concrète, vous voyez, dès lors que l'on crée les politiques opérationnelles, très vite, on trouve des solutions très concrètes dans les pays pour pouvoir contribuer, en l'occurrence, à l'ODD numéro 5, à la lutte contre les inégalités, etc. Donc c'est ça aussi, vous voyez, d'une manière très concrète, quand on rentre dans les organisations et qu'on monte des projets opérationnels, ça fait tout de suite, ça redonne du sens dans les organisations et tout le monde a une fierté d'avoir une contribution aux ODD. Vous voyez, c'est local, global. Madame la députée Lalonde, une réaction? Oui, très brièvement. Écoutez, ça vient vraiment me chercher quand on parle de la jeunesse parce que, comme parlementaire, moi aussi, et députée ici à Orléans, à Ottawa, je dis toujours aux jeunes qui sont pas les leaders de demain, mais les leaders d'aujourd'hui. Et grâce à eux, plusieurs initiatives, en tout cas au sein du Canada, et vous le savez, c'est un système fédéré, donc au niveau des juridictions, l'éducation ressort des provinces ici au Canada. Mais par la même occasion, comme parlementaire, nous avons créé ici un conseil de jeunesse. Et lorsque Madame la parlementaire parlait d'aller dans les lycées et ici, ben écoute, c'est la même chose ici, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un conseil jeunesse dans ma circonscription où on peut échanger avec les jeunes. Puis j'encourage toujours, et je sais que le premier ministre du Canada a fait la même chose. Il y a un conseil avec lui pour parler des enjeux qui sont des enjeux importants au niveau de nos politiques et comment qu'on peut faire avancer certaines perspectives, dont l'écologie, les changements climatiques ici au Canada. C'est vraiment les jeunes qui sont des grands porteurs de ces dossiers. Grâce à eux, on peut faire avancer plus rapidement certaines politiques fédérales et provinciales. Donc, je voulais juste partager avec vous l'importance de la jeunesse et c'est certain que pour moi, comme parlementaire fédéral, on a un petit conseil de jeunesse et c'est vraiment, je te dirais, puissant comme échange qu'on vit grâce à nos jeunes une fois qu'on les écoute. Et effectivement, qu'ils aient 5 ans, 6 ans ou 21 ans, ils sont là, ils sont des acteurs, ils sont des contribuables, ils sont des personnes et nous devons développer les politiques qui vont rencontrer leurs attentes à titre de Parlement. Madame Bénard? Je ne peux que confirmer, moi, les jeunes m'impressionnent. J'aime beaucoup discuter avec eux parce que ils vont loin, ils osent, c'est absolument passionnant. Maintenant, on parle d'une frange, il y a malheureusement une frange de la jeunesse qui est dans des situations extrêmement difficiles, loin de l'enseignement, et cela, c'est plus difficile. Mais celle que je côtoie est absolument passionnante. J'entends que si c'est là la clé, c'est là qu'il faut investir du temps et de l'argent. Et j'entends aussi quelque chose qui peut-être que c'est le mot de la fin, je ne sais pas si ce serait le meilleur, mais on m'avait dit que l'avenir serait dans Erasmus. Et j'ai l'impression que dans ce qu'on raconte ici, dans ce qu'on explique pour le soft power, comme vous disiez tout à l'heure, les coopérations internationales, la norme clé, je suis en train de me dire, et je vais quitter ce plateau en me disant que peut-être que l'avenir est dans Erasmus. Merci à toutes. Merci. Très belle soirée. Merci. Et à bientôt pour la nouvelle table ronde.